Bonjour, nous sommes le 15 février 2015 et cela fait bientôt 8 mois que la FIVAP et les industriels de la vape travaillent à l'élaboration de la future norme NF qui définira bientôt le standard de qualité pour les produits de la vape, liquides et matériels. Pour bien comprendre tout l'enjeu de ce travail, la chaîne de la vape vous invite à la suivre dans le Saint des Saints. Nous sommes ici donc à Saint-Denis, dans les locaux de l'AFNOR, pour comprendre à quoi va servir le processus de normalisation et faire le point sur les avancées de cette norme. Bonjour Isabelle Rimbert, brièvement, pouvez-vous nous dire ce qu'est l'AFNOR ? Bonjour, alors l'AFNOR c'est une entreprise de service dont le premier métier c'est d'aider les professionnels qui le souhaitent à élaborer des documents de référence dont ils ont besoin dans le cadre de leur marché. Donc pratiquement, si on prend l'exemple des cigarettes électroniques, l'idée c'est de pouvoir rassembler les fabricants, mais aussi les distributeurs, les consommateurs, les pouvoirs publics, les laboratoires, enfin bref, toute la communauté des acteurs intéressés pour apporter au final quoi ? Au final de la confiance pour le consommateur final, donc dans l'utilisation de sa cigarette électronique ou des e-liquides par exemple. Très rapidement, pouvez-vous nous expliquer les différences qu'il y a entre la norme NF, CE, ISO, qui sont les trois marques qu'on trouve principalement sur nos produits courants ? C'est une bonne question. Alors, on va commencer par CE. CE parce que ça, on voit ça sur énormément de produits. En fait, c'est un marquage qui est un espèce de passeport pour la libre circulation des produits en Europe. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que ce produit-là, il respecte en fait de la réglementation, des aspects obligatoires de santé et de sécurité essentiellement. Et en fonction de la sensibilité du produit, eh bien, donc le fabricant, soit il va simplement s'auto-déclarer conforme, ou alors il va y avoir des contrôles extrêmement sévères. C'est le cas par exemple des implants chirurgicaux, on comprend un peu pourquoi. Donc ça c'est obligatoire, c'est un marquage. NF, donc on en parlait tout à l'heure, c'est la norme. Donc une norme c'est ça, donc c'est un document de référence, donc qui est la référence du moment. Le fabricant peut librement utiliser donc ce document pour faire la meilleure cigarette électronique donc sur le marché. Et s'il veut aller un petit peu plus loin, s'il veut encore garantir une confiance supplémentaire, il va faire appel à un organisme extérieur qui va venir certifier après des contrôles sur le produit, éventuellement des contrôles dans les usines de fabrication, et bien que la cigarette électronique elle est bien conforme à la norme. Et ça c'est ce qu'on appelle la marque NF. Donc c'est bien au-delà du marquage CE, bien sûr. Et puis ISO, c'est votre troisième question. Eh bien en fait ISO c'est le nom de l'Organisation internationale de normalisation. Donc en gros, ayez en tête qu'il y a une espèce d'AFNOR dans tous les pays du monde. Et quand on élabore une norme, on peut le faire au niveau international. Et dans ces cas-là, la norme qui va être élaborée, elle aura le sigle ISO, tout simplement. Donc, si j'ai bien compris, le marquage NF est un des labels de conformité à la norme AFNOR. Exactement. La norme, c'est le texte. La marque NF, alors c'est vrai que c'est deux sigles qui se ressemblent, la marque NF, c'est un des labels possibles qui vient attester, vraiment certifier que le produit qui sera mis sur le marché est bien conforme aux exigences qui sont écrites dans la norme. Merci Isabelle Rimbert pour la chaîne de la vape. C'est moi qui vous remercie. Bonjour Charlie, bonjour Jean. Salut Quel est votre rôle au niveau de la FIVAP ? Alors moi Charlie Perrault, je suis secrétaire général, je représente les fabricants français au sein de la fédération, anciennement le CAS, devenu la FIVAP en 2013. Et moi Jean Moirou, trésorier, membre du bureau. Bon. Quel est le rôle de la FIVAP dans le monde de la vape ?
Aujourd'hui, la FIVAP, elle a d'abord essayé de rassembler les acteurs professionnels de la vape, que ce soit les distributeurs, les fabricants, et aussi les gens qui interagissent sur son discours, les gens qui participent au blog ou qui font de l'actualité sur le sujet. Il a toujours été question pour nous d'abord de comprendre cet univers par nous-mêmes et en l'observant aussi dans le monde. La FIVAP, c'est un observateur, c'est quelqu'un qui essaye d'écouter, mais c'est aussi quelqu'un qui essaye de prendre des positions, de les affirmer, de les tester parfois, et qui va même jusqu'à se positionner sur des choix techniques lorsque c'est nécessaire. C'est aujourd'hui le cas à l'AFNOR. On a à défendre une filière dans un pays qui recherche une structure, un encadrement de cette innovation qu'est la vape. Voilà, l'idée est d'être représentatif en intégrant au sein de notre association tous les professionnels de la vape, que ce soit les boutiques spécialisées, les fabricants, les importateurs de matériel, afin de pouvoir être un interlocuteur fiable et représentatif auprès des instances gouvernementales et des différentes parties prenantes du marché de la cigarette électronique. Et aujourd'hui, la FIVAP s'est internationalisée puisque nombre d'acteurs professionnels étrangers ont vu dans la FIVAP une volonté d'indépendance et surtout de préserver un sentiment fort d'espoir que la vape peut représenter pour les ex-fumeurs. Que va-t-on trouver dans cette norme sur laquelle vous avez travaillé pendant 8 mois ? Alors, il y avait été question au début d'une norme, puis il y a eu une sollicitation de la part de l'Institut national de la consommation pour créer une charte, un label. Et très très vite, la DGS finalement a repositionné sa volonté de structurer un peu mieux le marché. Donc pour ça, ils se sont tournés vers les professionnels, dont la FIVAP et le SYNAPS aussi, qui sont présents. Bien sûr, l'EDUS, les vapoteurs, des associations de consommateurs un peu diverses et variées, sont présents dans les sujets de questions des futurs fabricants ou actuels fabricants de cigarettes électroniques qui viennent de l'univers du tabac. Donc c'est pas toujours évident de se mettre d'accord parce que les volontés sont pas les mêmes. Mais cette norme en fait a pour but d'apporter des garanties sur 3 parties essentielles. C'est ce qui est aujourd'hui défini. La première partie étant les fabrications des matériels et leurs exigences de notification et d'information. La deuxième partie touche l'univers des liquides, forcément. Et puis la troisième partie, c'est l'interaction entre les deux, et notamment la partie émissions, contrôle des émissions. Cette troisième partie va arriver un peu plus tard, parce qu'on va laisser la mise en place de ces 2 premières parties. Et c'est au regard de ces résultats que cette norme qui a pour volonté d'être expérimentale, au regard de ces résultats, elle va pouvoir se réaligner au fur et à mesure des années, parce que forcément, la vape, si on est à la préhistoire de la vape, on espère avoir au moins atteint le niveau de son antiquité. Donc là, on est sur un point très important, cette norme ne fige pas. C'est une norme expérimentale. Et puis qui évoluera. Elle est évolutive, elle n'est pas figée dans le marbre, on peut revenir dessus, on peut l'affiner en fonction des évolutions technologiques, des évolutions du marché. Comme Charlie disait, la partie 3 arrivera plus tard parce que le calcul des émissions, c'est quand même un défi scientifique. Tout ce qui concerne les mesures sont un nouveau terrain technologique qui nous demande un petit peu plus de temps. On doit éventuellement élaborer des équipements techniques pour pouvoir se lancer là-dedans. Donc ça arrivera dans un deuxième temps. J'ajoute à ça que j'aime bien rappeler aux vapoteurs que la norme, ce n'est pas la loi. La loi, c'est le législateur qui décide. La norme est simplement un cahier des charges de repères. Et quelqu'un qui voudra prétendre être à la norme devra suivre ces repères-là. Donc, un liquide sera, par exemple, aux normes parce qu'il respectera un cahier des charges précis, mais ça laisse encore la place à des liquides qui ne seraient pas aux normes. Et donc, du coup, ce n'est pas quelque chose qui cherche de suite à formaliser le marché et à réduire l'innovation. Bien au contraire, comme cette norme est expérimentale, elle permet l'innovation. Et le législateur, lui, va se donner le temps d'observer ça et de voir éventuellement s'il y a des liquides ou des cigarettes qui présentent des risques de les écarter quand elle le décidera. Notre objectif a été de formaliser, de recenser un certain nombre de bonnes pratiques, de faire preuve de bon sens et de le formaliser avec l'aide de l'AFNOR pour que les fabricants puissent s'atteler au défi de se mettre dans un cadre qui sera propice pour rassurer le consommateur et qui permettra à un maximum d'acteurs de faire des bonnes cigarettes électroniques et des bons liquides. Une volonté essentielle, le marché c'est ça. Si on sélectionne un niveau minimum, c'est l'efficacité, parce qu'un consommateur achète quelque chose, il faut que ce soit efficace. Et la deuxième partie qui est légèrement érodée, c'est d'un point de vue sécurité. Un liquide qui présenterait des risques sécurs trop dommageables, eh bien forcément, on érode légèrement cette partie-là pour ramener le marché. Donc aujourd'hui, la norme, je dirais que, à mon titre personnel, je pense que 90% des produits existants vont se retrouver normalisables, moyennant quelques ajustements, forcément, déclarations et de l'information au consommateur, mais surtout on écarte des choses
choses qui aujourd'hui seraient des choses un peu folles et qui pourraient à l'inverse nuire à la vape parce qu'on pourrait dire, vous voyez ce qu'il y a dans la vape, donc il faut interdire ça. Ben non, si on ajuste, il n'y a pas besoin d'interdire, il suffit juste de corriger un peu le tir. Bon, Charlie Verroux, merci beaucoup. Jean Moiroux, toujours un plaisir. Merci. Bonjour professeur. Bonjour. Vous avez présidé la réunion de travail pour l'élaboration de cette norme. Êtes-vous satisfait par ce qui a été mis en place? On est satisfait pour ce qui est mis en place jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une norme qui était en 3 parties. On a déjà travaillé sur la partie de la cigarette électronique sécurité générale, sur la partie au liquide, et puis il nous reste encore un peu de travail sur les émissions de vapeur qui sortent du couple cigarette électronique liquide, qui sont plus complexes. Pensez-vous que la normalisation va rassurer les médecins par rapport à l'utilisation du vaporisateur personnel par leurs patients? Oui, la normalisation va sécuriser d'abord les producteurs, va sécuriser les consommateurs et les médecins et les autorités dessus. Plus il y a de normes précises et de sécurité apportées par la norme, moins le régulateur, les personnes qui font les lois sont obligées d'aller loin, et plus c'est une bonne chose pour tout le monde. Donc je pense que c'est une bonne chose. Moi, je suis depuis le départ persuadé que la cigarette électronique a besoin de règles, comme les voitures. Les voitures sans règles et sans bonne fabrication des voitures, c'est dangereux. Une voiture avec un code de la route et puis des règles de fabrication, de sécurité, de freinage, ça me rassure et je prends ma voiture sans problème. Et je pense que le fumeur peut prendre la cigarette électronique sans problème. L'avantage de la cigarette électronique, c'est qu'elle doit être comparée au tabac. Le tabac, c'est 50% de mort quand on fume toute sa vie. La cigarette électronique, c'est 100, 1000 fois moins dangereux, on ne sait pas, mais c'est infiniment moins dangereux. Donc on est en sécurité pour les fumeurs. Professeur Dotzenberg, vous êtes devenu, peut-être malgré vous, une personnalité du monde de la vape. Comment vivez-vous cette célébrité? Moi, la vape, je suis plutôt... La cigarette électronique est un produit qui libère des produits toxiques, de la nicotine, c'est pas un bon produit. Mais moi, je lutte depuis longtemps contre le tabac et j'observe, c'est un produit de sortie du tabac. Et on sort du tabac par le haut, au lieu de sortir par le sevrage par le bas. Et tout ce qui fait sortir du tabac, c'est une bonne chose. Donc je suis pour la cigarette électronique. Pas vraiment, je suis totalement contre le tabac, et le tabac, c'est un moyen de sortir de la cigarette électronique, et ce qui me fait plaisir en France, c'est que les acteurs français de la vape, que ce soit les producteurs et les utilisateurs, sont vraiment à fond pour bien séparer ce qui est tabac et ce qui n'est pas tabac, et on a vu récemment des offensives des cigarettiers pour mettre en France des cigarettes électroniques qui ressemblent à des cigarettes de tabac avec la petite lumière faite pour mettre dans le paquet de cigarettes avec seulement des liquides à haut dosage et pas de possibilité de diminuer le dosage. Ça, c'est la cigarette électronique qui est utilisée pour faire rester dans le tabac, alors que la cigarette électronique, pour moi, a pour intérêt massif de faire sortir les fumeurs du tabac. Et j'ai ouvert une consultation de cigarettes électroniques à la Pitié-Salpêtrière où je vois des gens, et les gens sont contents. C'est un moyen, un nouvel outil de sortir du tabac et de sortir par le plaisir sans avoir envie du sevrage, entre guillemets. Et le seul message que je peux donner aux vapoteurs, si vous vapotez et vous fumez, arrêtez le tabac vous tue. La vape, on discute de micro-détails, etc. Mais c'est pas dans une voiture les freins qui tuent, c'est pas la ceinture de sécurité, c'est de pas avoir de frein, pas avoir de ceinture de sécurité. D'autant plus que dans le comportement plutôt habituel qu'on a vu, c'est que la personne qui passe à la vape va baisser petit à petit son taux de nicotine. C'est chez un fumeur qui passe aux cigarettes électroniques, il a un haut taux de nicotine au début, 1 mois après il a 1/3 de moins, 2 mois après 2/3 de moins, et il diminue, la moitié s'arrête, l'autre moitié continue sur longtemps, c'est pas très grave. Ce que je dis à ces fumeurs, c'est 1 an de cigarettes électroniques, c'est 1 jour de cigarette, donc si vous vapotez pendant 10 ans, vous aurez 10 jours de plus de cigarettes. C'est pas tout à fait parfait, mais c'est quand même beaucoup moins bien. En revanche, il y en a un certain nombre qui vapotent et qui fument à la fois, et ceux-là, ils gardent des besoins de nicotine élevés. Parce que chaque cigarette qu'on fume en vapotant, ça fait un peu de mal, mais surtout au niveau cérébral, ça maintient un haut niveau de dépendance à la nicotine et besoin de beaucoup de nicotine. Donc les vapoteurs qui diminuent leur consommation de nicotine, c'est ceux qui arrêtent de fumer. Quand on commence à vapoter, il faut vapoter plus pour arrêter de fumer, ou moi, à l'hôpital, je leur mets des patchs en plus, des choses comme ça, pour arrêter le tabac. Dès qu'on est bien avec sa cigarette électronique, il faut arrêter la nicotine fumée, parce que ça tue, d'une part, et parce que ça garde accro au produit. Un vapoteur qui a arrêté de fumer depuis 6 mois, il est en réunion pendant 2 heures, il peut ne pas vapoter pendant 2 heures. Les premiers mois, il faut, le laisser vapoter en permanence, parce qu'il en a besoin de sa dose de nicotine très élevée. Professeur Dotzenberg, je vous remercie beaucoup. Merci. En effet, je suis Alan DePau, je suis le vice-président de l'EDUS, donc l'association indépendante
des utilisateurs de cigarettes électroniques. Alan, es-tu satisfait, au nom de l'EDUS, du résultat de tout ce travail effectué depuis 8 mois? Et penses-tu que cela va dans l'intérêt de la VAP? Oui, ça m'étonne un peu, mais nous sommes satisfaits, je suis satisfait au nom de l'EDUS de tout le travail que nous avons effectué. Ça a été une longue route, nous sommes entrés dans beaucoup de détails. Il y a eu des polémiques, des débats, mais franchement, le gros des participants ont été très constructifs dans leur approche. Et ce que nous espérons, et la raison pour laquelle on s'est engagé dans cette démarche, c'est de pouvoir offrir aux consommateurs la possibilité de faire le tri entre les produits qui sont de qualité et les produits franchement de cowboy. Alors attention, quand je parle de produits de qualité, nous ne travaillons pas sur une norme qualité, c'est tout autre chose, mais en termes de la sécurité des produits. On nous a souvent parlé, il y a des retours, et surtout dans le passé, sur les forums concernant des produits qui dégoulinaient. Donc, après une ou deux utilisations, et je ne parle certainement pas de celui-ci que j'adore, on trouve du jus partout, ça ne s'assemble plus correctement. Et nous voulions absolument assurer aux consommateurs que s'ils choisissaient un produit aux normes françaises, eh ben, c'était un produit qui était bien construit. Que dans les liquides, il ne se trouvait pas des substances qui ne fallait pas y être. Et une fois de plus, on sait, une fois de plus, dans le passé, c'était plutôt vrai. Et beaucoup moins ces jours-ci qu'on pouvait trouver dans des marchés, par exemple, des liquides qui avaient été fabriqués dans des garages. Donc on veut permettre aux consommateurs, aux fumeurs qui essayent le produit, qu'en choisissant un produit dont le fabricant disait « nous sommes aux normes françaises », que oui, là, c'était un produit sûr. Jusqu'à présent, les industriels de la vape ont toujours choisi d'innover pour répondre à la demande de la clientèle. Est-ce que la liberté du choix du consommateur sera préservée, aussi bien dans l'offre matérielle que liquide? C'est un engagement absolu que nous avons fait envers nos adhérents, que nous voulions surtout pas exclure des normes la grande majorité des produits qu'on trouve actuellement en France, parce que nous savons que le gros de ces produits sont sécurisés. Donc, oui, nous voulons favoriser le développement continu et l'amélioration continue des produits. Donc, si la norme ne fait pas ça, nous avons échoué. Je ne pense pas que nous ayons échoué. Et penses-tu que la mise en place de cette norme aura des conséquences positives sur l'application de la transposition de la TPD? Ah, quelle grande question, très importante. C'est en effet un de nos objectifs que ce soit le cas. Nous savons en lisant la directive qu'on y trouve beaucoup de flou, des terminologies vagues et menaçantes. Donc nous voulons conditionner l'application, la transposition de cette directive en loi nationale en offrant aux législateurs des terminologies qui comprennent beaucoup mieux la réalité de ce qu'est la vape. Donc oui, nous voulons influencer ces transpositions. Maintenant, si nous y arriverons ou pas, c'est une autre question. Nous n'avons pas la charge de cette transposition, malheureusement. Si nous l'avions, nous ne transposerions pas, c'est un mauvais verbe. Mais oui, nous cherchons à influencer le gouvernement, certainement. Et donc, la définition précise de cette norme pourrait éloigner la cigarette électronique du monde du tabac. Oui, il faut comprendre que la commission AFNOR de la cigarette électronique n'est pas du tout la même que la commission AFNOR sur les produits du tabac. Il s'agit d'une toute autre commission. Et il y a une raison pour cela. Dès le départ, nous avons pris position
Et je crois que c'est le cas pour la majorité des participants de cette commission, qu'il ne s'agit pas d'un produit du tabac du tout. Donc oui, j'aimerais saisir l'occasion pour faire le rappel à nos adhérents que nous avons une AG, une Assemblée Générale, le 30 mai. Et ça sera une grande occasion. Et j'invite tous nos adhérents à y participer. Et du reste, ceux qui ne sont pas nos adhérents, rien ne vous empêche de vous engager dans la lutte, le combat. Nous sommes la seule association de la France et de la Belgique qui combat envers les institutions pour notre vape. Merci. C'était la chaîne de la vape à l'AFNOR pour une des dernières journées de travail avant la mise en place du processus de normalisation de la cigarette électronique. Est-ce que tous ces efforts sauront rassurer nos dirigeants français au moment de la transposition de la directive des produits du tabac? La chaîne de la vape ne manquera pas de vous tenir informé.